Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Coffignon, psychiatre, et on va parler de quelque chose extrêmement important en psychiatrie, mais pas que. Je dirais presque sur un plan philosophique, sociétal. On va parler du suicide. Alors le suicide, ça peut être très très vaste, hein. Ça peut représenter quelqu'un qui se fait sauter avec sa ceinture de dynamite. Ça peut représenter un patient en fin de vie. Ça peut représenter un malade qui souffre tellement qu'il ne trouve une solution que dans le suicide. Est-ce qu'on peut établir à peu près le champ? Alors, merci, Dany, de m'avoir convié à parler du suicide. Effectivement, c'est un thème important, grave, qui, je dirais, jalonne notre histoire. L'histoire est faite de suicides célèbres. Donc, notamment, bon, on va dire peut-être le suicide de Judas, qui est directement lié à la culpabilité, ce qui nous amènera peut-être tout à l'heure à parler des suicides liés à la dépression, liés à l'anxiété, liés à la culpabilité, à la faute, une façon de se débarrasser de soi en même temps qu'on se débarrasse de la faute. Et puis, bon, énormément d'autres cas de suicide. On a cité 2-3 exemples tout à fait illustratifs. Donc, effectivement, il y a, à mon sens, des grandes disparités et différences. Et on peut dire que le suicide n'est pas juste un domaine réservé ou appréhendé par la psychiatrie. Il est évidemment beaucoup plus vaste que cela. Alors, il a été d'ailleurs mis en scène de façon importante, romancé, que ce soit dans la littérature, en peinture, en sculpture, à l'opéra, dans un tas de situations de drame, et avec donc des différences fondamentales entre le suicide d'honneur, le suicide amoureux, le suicide politique, et puis évidemment peut-être, on en parlera plus tard, les suicides plus pathologiques, entre guillemets, qui surviennent dans un contexte de maladie avec un processus pour lequel, là, on peut intervenir. Mais donc, la catégorie est certainement très, très vaste, peu homogène, ce qui explique que des sociologues, des philosophes, des psychologues, enfin, se soient emparés du sujet et essayé de l'analyser avec leurs propres critères. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des suicides exogènes liés à la société, aux problèmes, à la guerre, à d'autres problèmes extérieurs au sujet, et des suicides liés au sujet lui-même? Oui, alors effectivement, il y a dans les facteurs prédisposants ou qui déterminent le sujet à passer à l'acte, il peut y avoir une influence prédéterminante de l'extérieur ou d'un intérieur qui devient plus supportable. Donc ça peut être un extérieur qui ne l'est pas ou un intérieur qui ne devient plus supportable. En tout cas, il y a une question quand même, à mon sens, commune, je dirais, à tout cela, c'est que ça met en exergue la question de la valeur de la vie. Parce que finalement, si on se suicide, que ce soit au terme d'une maladie ou au cours ou au décours d'une maladie, ou si on se suicide pour un motif d'honneur, d'amour, de combat, c'est quand même qu'on considère que la valeur de la vie est dépassée à un moment donné. Donc ça, c'est quand même une question, je dirais, peut-être un peu qui couvre un peu l'ensemble, et ça veut dire par là même que cette valeur est relative. Et par rapport à quels critères va-t-on l'estimer? Bon, par exemple, Socrate, lui, en se suicidant, considérait que la loi et la justice, enfin que les lois, en tout cas, étaient supérieures à la vie. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais bon, voilà, ça montre la question quand même qui est contenue, on va dire, dans cette problématique. Donc il y a plusieurs valeurs, donc on va se référer à plusieurs valeurs,
que ça soit la société, la religion et autres. Voilà. Mais souvent, ça vient en point ultime d'un traitement qui n'a pas trouvé ses sources. C'est-à-dire que beaucoup de gens souffrent et vont se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à calmer leur souffrance et que les médicaments ou tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent n'a pas réussi à les calmer et qu'ils ne trouvent la seule solution dans la mort, pense-t-il au moins au moment où ils passent à l'acte. Oui, alors c'est effectivement là, on rentre, je dirais, dans la catégorie de suicides pour lesquels, en tant que médecin et psychiatre, nous sommes directement concernés. En plus, bon, la spécificité en psychiatrie, on va dire, c'est que peut-être le suicide représente l'ultime danger pour les pathologies dont nous avons la charge. Quand même, ça nécessite d'avoir toujours présent à l'esprit, quand on reçoit des patients, d'évaluer le risque suicidaire. Il est loin d'être présent dans toutes les catégories de troubles, mais dans des catégories non négligeables, notamment dans les psychoses schizophréniques, les troubles bipolaires et évidemment dans toutes les dépressions, cette question-là se pose. Et là, on revient à finalement peut-être la question entre guillemets philosophique. Je pense au fait que Spinoza, lui, considérait que le dessein de l'homme, c'était la continuité de l'espèce humaine et que finalement, se suicider, c'était faire preuve c'était être un insensé. Donc, voilà, on revient un petit peu à... D'accord. Ce qui est un peu vrai dans certaines religions, comme la religion catholique, Oui. où le suicide est considéré comme un crime finalement contre soi-même, mais et contre l'humanité. Oui, parce que là, en plus, dans la religion catholique, ça veut dire que c'est une offense à Dieu, parce qu'on nous a donné la vie, on s'autorise à finalement récupérer quelque chose qui n'est pas notre propriété et à en disposer librement. Donc il y a une notion de sacrilège. Et D'accord. ce qui explique la condamnation par l'Église du suicide, le fait que voilà, quelqu'un qui est suicidé, normalement, ne doit pas Il n'ira pas au paradis. bénéficier des sacrements. Oui, c'est ça. Parlons de nos patients maintenant. Comment faire pour savoir si votre patient a des tendances suicidaires devant une dépression, qui a l'air réactionnelle au départ, à, je sais pas moi, à une séparation par exemple, ou une perte d'un travail? Oui, alors, comme on en parlait il y a quelques minutes, le suicide reste une issue malheureusement possible à une dépression maltraitée ou non traitée. Donc, on doit toujours pouvoir évaluer le risque et y porter la plus grande attention. Alors, il y a aussi, il faut après peut-être, je dirais, déterminer quelles sont les populations les plus exposées. Parce que lorsqu'on parle de dépression, le sujet est vaste. Il est certain que la dépression chez les sujets bipolaires peut être d'une intensité telle que le risque suicidaire est plus élevé. On considère aujourd'hui qu'environ le risque est multiplié par 20 par rapport à la population normale chez les patients bipolaires, le risque de suicide. Donc c'est quand même très 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 important et l'évaluation du bon traitement de la phase dépressive et surtout la solidité du traitement régulateur de l'humeur et l'observance de cela sont des gages quand même de protection importants. La plupart des suicides quand même qui surviennent pour ce type de patients surviennent quand il y a des ruptures de traitement ou des traitements inefficaces, Inadaptés. voilà, inadaptés. Mais en général, quand même, un traitement qui a fait ses preuves est une protection de haute qualité, on va dire. Voilà. Je me souviens que certains médicaments doivent être utilisés très progressivement, par exemple, pour éviter un passage à l'acte chez certains patients. Donc le traitement va les traiter, les soigner, mais risque de les pousser aussi au suicide, non? Oui, on dit toujours que lorsqu'on donne un antidépresseur, effectivement, il y a une fonction désinhibante au produit, inhérente au produit, et il convient d'être toujours très prudent pour que ça ne désinhibe pas non plus justement la pulsion de mort, en fait, la pulsion suicidaire. Donc c'est
d'où l'importance à la fois d'introduire chez ce type de patient les traitements de façon progressive et avec quand même une couverture anxiolytique ou sédative suffisante pour que justement cette désinhibition ne flambe pas et ne provoque pas dans les premiers jours ou disons les 2 premières semaines, ne provoque pas un passage à l'acte avec un raptus anxieux suicidaire. D'accord. Et comment on fait là? On voit le patient plus souvent, on prévient les proches. Oui, alors déjà, on essaye de nouer une relation de confiance forte avec un contact qui peut être facile. Il faut que les patients puissent nous contacter et qu'ils sentent qu'on va faire quelque chose à deux et qu'on a besoin que ça fonctionne dans les deux sens. Ensuite, je pense que évidemment, il ne faut pas hésiter à les questionner sur leurs intentions éventuelles suicidaires, sur les idées noires, sur les ruminations. Ce sont différents stades, je dirais, malheureusement, de maturation un peu de la pensée noire qui peut aboutir au suicide. Au départ, c'est quelque chose qui peut être un peu ténu, passager, un flash. À quoi bon? Finalement, si j'étais pas là, peut-être que ce serait la solution. Ensuite, ça peut devenir quelque chose de plus présent, sous forme un peu de rumination. On commence à y penser. Et puis après, il peut y avoir à partir de cette obsession un petit peu d'idées noires, on peut arriver quand même à des scénarios qui s'élaborent. On n'en est pas encore à la réalisation, mais on est à l'étape précédente. Puis à un moment donné, ça peut se cristalliser et effectivement donner lieu au passage à l'acte. Donc c'est important, lorsque les gens évoquent d'abord les questionner sur les idées noires, leur présence ou pas, et si c'est le cas, d'essayer de voir à quel stade ils en sont. Et ça, il faut, je pense, agir avec à la fois diplomatie, mais sans tabou non plus, parce que en tant que thérapeute, on peut être parfois gêné. Certains confrères peuvent être gênés finalement d'aborder un peu frontalement la question. Et pourtant, si on ne le fait pas, l'information va manquer. Et en plus, je pense que ça peut être pris aussi comme une marque de confiance par le patient, de savoir que on est capable de parler. On évoque tous les problèmes. Voilà, exactement. Voilà, oui. Et du coup, il peut se sentir à la limite moins seul avec son problème. Oui. Est-ce qu'on a vraiment des prémices? Tout le monde a connu quelqu'un dans sa vie, enfin quand on a vécu suffisamment longtemps déjà, des gens qui se sont suicidés. Voilà, j'ai en tête la mémoire d'amis, même au lycée, qui ont mis fin à leur jour, alors que personne, en tout le cas dans l'entourage, amical ou familial, s'est aperçu qu'il allait mal. Oui. Et on apprend toujours ça avec une certaine culpabilité d'abord, Oui. en disant on aurait peut-être pu faire quelque chose. Et ça, c'est quand même extrêmement déroutant, très, très douloureux pour les proches lorsqu'ils apprennent le suicide de quelqu'un de très proche qu'on n'a pas vu venir finalement. Oui, alors tu as raison, le suicide surprend quand même souvent. Alors l'entourage, bien sûr, les thérapeutes aussi, il faut bien le reconnaître. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui peut surprendre. Et en même temps, je dirais que suivant le type de population et de personnes concernées, voilà, l'attitude doit être différente. On sait qu'il y a quand même des facteurs qui peuvent être plus prédisposants. Par exemple, alors, bon, d'une façon générale, par exemple, les agressions sexuelles, et je pense pour les femmes, puisque ce sont les premières victimes, on dit qu'aujourd'hui, je crois, pas loin de 80 à 100 000 agressions sexuelles par an en France. presque autant que l'infarctus. Ouais, c'est considérable, absolument considérable. Et parmi ces personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, les enquêtes montrent que 30% ont pensé à une tentative de suicide. Donc, voilà, un événement de ce type Alors qu'il n'y a doit pas rendre très forcément vigilant. derrière, il n'y a pas forcément derrière une dépression ou un Voilà, facteur, sans qu'il y ait la effectivement, simple agression. avant même qu'il y ait une dépression structurée, organisée, Ouais. la
simple fait d'être submergé par la honte, par la culpabilité, tout d'un coup un futur qui ne semble plus possible, la perte d'une dignité peut conduire à une sorte d'effondrement un peu narcissique et barrer complètement le futur de la personne et devenir tellement angoissant et anxiogène que finalement l'idée d'y mettre un terme par un geste suicidaire peut à un moment donné soit être passager ou s'imposer. Donc voilà, une situation typique, je dirais, hors pathologie, puisque finalement il s'agit de personnes qui sont des pures victimes d'événements extérieurs. Et quand on sait que toutes les femmes ne portent pas plainte, et Oui, donc il y a probablement des plaintes étouffées, ça peut expliquer aussi certains suicides qu'on n'attend pas. oui, oui, tout à fait. Après, je pense à l'euthanasie, hein, au Oui, suicide assisté arrivé en fin de vie, qui a un autre problème, oui, c'est-à-dire c'est échapper à la douleur physique oui. et probablement à la douleur morale aussi. Tu parlais justement de perte de dignité, etc. Et je me souviens de mon père mourant. Lui, le plus terrible pour lui, c'était de faire ses besoins dans son lit, dans un bassin. Oui, C'était oui, bien sûr. humiliant au plus extrême. Et donc, on voit bien que les gens en fin de vie arrivent à un moment où la seule échappatoire, je dirais, c'est là aussi le suicide, quoi. Oui, 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 absolument. Alors, il y a certainement, comme tu le soulignes, des points communs, effectivement, là, l'effondrement physique de la personne qui a un retentissement psychique très important, parce que finalement, l'image de soi, on ne la supporte plus. On ne supporte plus d'être dans cette condition dégradée, altérée, déplorable, enfin qu'on juge déplorable, et d'avoir besoin d'une assistance élevée pour des gens qui ont eu toujours à cœur d'être autonomes, de ne pas dépendre. C'est une situation qui peut être extrêmement pénible. Et bon, comme on sait que finalement le corps lâche, on ne trouve plus d'intérêt à poursuivre. Donc il y a à ce moment-là, oui, la possibilité, enfin ça existe à l'étranger, pas en France, mais en Suisse par exemple, avec l'association Exit, de se faire assister pour mettre un terme à sa vie. Il faut deux conditions, être en parfaite possession de ses moyens intellectuels et être atteint d'une pathologie incurable. Voilà. C'est quand même deux conditions qui doivent être validées par un tiers. Et c'est aussi une démarche, tout le monde insiste là-dessus, qui est réversible jusqu'au dernier instant. D'accord. Actuellement, si on devait conclure, attirer l'attention de la plupart des soignants, notamment, pour inviter, par exemple, des patients que l'on trouve, nous, dépressifs, mais c'est pas ma spécialité, hein. Je suis cardiologue, d'accord. Mais ça peut être aussi un kiné avec un patient, une infirmière, d'orienter ces patients vers le psychiatre relativement rapidement pour qu'un traitement soit mis en place. Parce que mourir d'une maladie qui vous provoque justement votre mort de manière uniquement cérébrale, en fait, par la pensée, alors que c'est pas un cancer qui vous ronge les os. Je trouve ça dommage. C'est presque des morts injustes. Oui, oui, je pense qu'on peut certainement dire justement que dans le domaine des soins psychiques, on devrait essayer d'éviter la quasi-totalité des suicides. Bon, c'est un vœu pieux, mais en même temps, ça peut être entendu. C'est-à-dire que des patients schizophrènes qui se suicident, parce que ce sont malheureusement aussi un groupe de population, c'est un groupe de population qui est à risque. Ces patients se suicident en général euh, sous l'impulsion d'un syndrome hallucinatoire, d'un délire, avec des hallucinations souvent auditives qui leur enjoignent de sauter par la fenêtre, de se suicider, parce que sinon il va arriver pire, soit à leurs proches ou à d'autres. Donc c'est la preuve effectivement que là il y a quand même un problème
ça a échappé à la médicalisation et à l'efficacité de ce qu'on peut faire. Pour les patients bipolaires, on en parlait tout à l'heure. Pour les dépressions qui ne sont pas des dépressions liées à la bipolarité, là aussi, normalement, quand même, la bonne couverture des traitements devrait pouvoir permettre d'éviter tout cela. Alors après, il y a quand même des facteurs de risque qui nous échappent, hein, c'est-à-dire que l'alcool, les drogues, qui sont prises évidemment en dehors et sans notre aval, en dehors des traitements et sans notre aval, sont évidemment des facteurs aggravants. On sait qu'aujourd'hui, l'alcool est retrouvé comme un facteur de comorbidité associé très très fort au suicide dans les états dépressifs, les substances également. Et puis, bon, comme on le disait, ça c'est des éléments qu'on peut identifier. Il y a aussi parmi donc tout ce qui est éléments de détresse extérieure. Donc on parlait des agressions, on peut parler de l'isolement, de la vieillesse, du deuil, de toutes les situations, je dirais, d'agression venues de l'extérieur qui sont difficilement supportables et qui doivent attirer la vigilance, parce que ces populations-là sont évidemment plus à risque. Y compris, on sait aujourd'hui que la population LGBT est plus touchée aussi que la population normale, parce que la stigmatisation, le fait de vivre de façon quand même plus marginale, malgré tous les efforts qui sont faits pour que cette population reste bien intégrée, enfin le soit. Bon, voilà, ça pèse et ça compte. Donc ça, c'est autant de choses sur lesquelles il faut porter notre regard, et puis faire attention aux premières tentatives. S'il y en a une, le risque de récidive est évidemment plus élevé. Quelqu'un qui s'est désinhibé en s'autorisant en fait ce geste, même s'il ne réussit pas, il est évident qu'il rentre, on va dire, dans une catégorie de risque supérieur pour les éventuelles récidives. Donc il faut être très vigilant. Il y a des réseaux d'aide. Bon, il y a le réseau Vigilance qui peut rappeler les gens, faire une sorte de suivi ambulatoire en complément du suivi de chaque thérapeute. Donc voilà, il y a quand même des outils multiples qu'il faut utiliser, parce que malheureusement aussi en France, on est quand même un des pays où le taux de suicide reste très élevé. C'est-à-dire on considère 13 suicides pour 100 000 habitants. En Italie, c'est 5. Bon. Et pourquoi? Alors, on a des idées? C'est pas quelque chose d'expliqué, mais on peut imaginer D'abord, bon, quand même, on parle de la luminothérapie dans la dépression. Oui. C'est quelque chose qui maintenant est quand même communément admis. Donc le fait d'être dans des pays du Sud, je pense, peut-être expose moins. Je pense qu'il y a peut-être aussi une cellule familiale plus présente, plus active, une solidarité, une proximité, donc peut-être moins d'isolement face aux difficultés, un resserrement un petit peu humain qui probablement fait défaut chez nous, et peut-être aussi dans les pays du Nord. À un moment donné, la Suède avait un taux de suicide exceptionnellement élevé. Aujourd'hui, malheureusement, la France fait partie des mauvais élèves, on va dire, dans le domaine. Mais alors donc, peut-être que en fait, le suicide est un accident aigu d'une maladie chronique. Oui. On peut penser ça. Et que dans les maladies chroniques, on s'aperçoit de plus en plus, on l'a vu déjà dans des précédents podcasts, en néphro, en cardiologie, etc., que toutes les mesures non médicamenteuses qu'on utilise, que ce soit l'activité physique, la lutte contre le stress, le sommeil, etc., permettent d'améliorer grandement ces patients. Et peut-être que là aussi, ça marchera, peut-être par l'art-thérapie ou d'autres choses qui feront que ces patients se sentiront un petit peu moins isolés. Oui. Mais oui, tout à fait juste. L'entourage au sens vraiment, comme le disaient les Anglais, le care, quoi, le soin, mais global, avec la façon de prendre en charge les gens de manière plus complète, que ce soit au niveau thérapeutique, au niveau familial, au niveau associatif, etc., est très important. Et puis, alors bon,
il faut aussi savoir qu'au niveau familial, parfois, quand même, le suicide, enfin, il peut y avoir Il y a un gène voilà, du suicide. il peut y avoir déjà des problématiques familiales quand même qui poussent au suicide. Et dans ce cas-là, peut-être que le soutien ne viendra pas forcément aussi facilement justement de la famille, parce qu'il y a une hostilité, soit mutuelle ou réciproque. Et en plus, effectivement, il peut y avoir, c'est tout à fait exact, parfois, peut-être pas le gène familial, mais le gène du suicide, je veux dire, mais quand même une fragilité génétique. Enfin, moi, D'accord. j'ai eu l'exemple en tête, malheureusement, d'avoir soigné une jeune femme qui était la troisième d'une fratrie. Ses deux frères s'étaient suicidés et elle a un jour décidé d'arrêter son traitement et elle s'est suicidée lorsqu'elle avait arrêté son thymorégulateur. D'accord. Donc quand même, là, enfin, bon, voilà. En fait, quand on parle de suicide, on parle de tout, quoi. Hein. Oui, oui. J'allais oser quelque chose. On parle de la vie, oui. C'est ce que j'allais dire aussi. Mais écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Philippe, et à notre podcast, avec plaisir. Volontiers. Merci, Dany.